Ça va, Soiseau, depuis la dernière fois? Ça va et toi? Alhamdoulilah, Babal. Alors, comme ça, tu étais présent pendant le procès en appel pour le meurtre de Samuel Paty. Alors, bien sûr, ça serait mentir de dire que j'ai été présent tous les jours, parce que j'ai quand même une activité qui ne me permet pas de faire ça, mais j'ai tenu à être le plus présent possible. Et puis surtout, j'ai pu avoir accès aux feuilles de motivation, donc c'est-à-dire les jugements écrits, que ce soit pour la première instance ou pour l'appel. Alors, même si elles ont été abordées dans les médias, c'est des documents qui sont assez longs, donc qui n'ont pas été abordés intégralement dans les médias, pas été reproduites intégralement dans les médias. Donc, j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de mieux comprendre pourquoi la décision avait été un petit peu différente en appel. Alors, du coup, tu me dis que c'est des documents longs, c'est-à-dire que tu y as accès. Oui, j'y ai accès. Et du coup, ces documents longs, ça s'appelle une feuille de quoi? De décision, c'est ça, ça? Une feuille de motivation, parce qu'en De fait, motif. traditionnellement, devant la cour d'assises, les débats se font intégralement à l'oral. Donc, il n'y a pas de jugement écrit. D'ailleurs, la cour d'assises ne rend pas des jugements, elle rend des arrêts. Hein, comme la cour d'appel, elle rend des arrêts, non pas des jugements. Le tribunal rend des jugements, la cour d'appel, la cour d'assises rend des arrêts. Et devant la cour d'assises, historiquement, donc tous les débats sont intégralement à l'oral. Mais pour que les accusés comprennent un peu mieux le sens de la décision qui a été rendue à leur encontre, on a créé ce concept de feuille de motivation qui est l'équivalent en fait de la décision écrite et qui permet d'expliquer un peu plus pourquoi la cour d'assises a prononcé telle ou telle peine. Alors déjà, ma première question, avant même qu'on rentre dans les détails. Euh, Si la cour d'assises et la cour d'appel ont deux peines différentes, qui a raison? Eh ben, c'est un vaste sujet. C'est le jeu entre guillemets de l'appel, c'est-à-dire que la justice, c'est pas quelque chose qui est une science parfaite. Elle est rendue par des humains et donc avec des sensibilités différentes. Et on a créé le droit d'appel. Il faut savoir aussi historiquement qu'en cour d'assises, il n'y avait pas toujours eu l'appel. L'appel pour le tribunal, c'est quelque chose qui est assez ancien, mais en fait pour la cour d'assises, c'est pas si ancien que ça, le droit de faire appel. Historiquement, une fois qu'on était jugé aux assises, c'était un one shot et on ne pouvait pas faire appel. Et puis on a considéré un beau jour que, vu quand même les enjeux et les peines qui pouvaient être prononcées, bah, il fallait quand même donner la possibilité à l'accusé qui est condamné de pouvoir être rejugé dans les mêmes conditions et donc soumettre son cas à d'autres juges qui peuvent avoir une interprétation différente des faits, une lecture différente, ou qui peuvent avoir la même lecture exactement des faits. Et donc, parfois, les peines peuvent être du simple au double. Parfois, il y a des gens qui peuvent être condamnés à 30 ans et puis totalement innocentés en appel. Parfois, les peines sont confirmées. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer en appel. Les cartes sont rebattues, les dés sont rejetés. C'est un nouveau procès qui commence exactement comme le précédent. Et d'ailleurs, les juges en appel aiment à préciser que ils ne se basent que sur leurs propres sentiments et c'est pas en fait une étude de la première instance qu'ils vont faire pour juger en appel. On reprend vraiment les conditions initiales pour faire un deuxième procès. Donc, qui a raison, qui a tort, ça c'est une question qui peut-être ne se pose pas. C'est tout simplement qu'on refait un deuxième procès dans les mêmes conditions, sauf que cette fois, c'est la dernière fois qu'elle sera jugée, et donc bah, la vérité judiciaire s'écrira à partir de ce deuxième et dernier procès. Entendu. Bah écoute, dans le cas de ce procès, peut-être tu as déjà préparé une feuille de route ou tu veux que je te pose des questions? Ouais, ouais. Alors la dernière fois, on avait évoqué essentiellement le cas de Brahim China et d'Abdelhakim Sifrioui, et donc on avait parlé de la qualification d'association de malfaiteurs terreau, et on avait expliqué pourquoi en première instance ils avaient été condamnés à ces peines-là. Et finalement, on s'était assez peu intéressé au sort des deux amis de Anzorov, donc qui sont Naïm Boudaoud et Azim Epsir-Kanov, je me suis entraîné à le dire. On s'était assez peu intéressé à ces deux personnes qui avaient été condamnées en première instance à 16 ans de réclusion criminelle, donc pour la complicité, leur acte de complicité dans le passage à l'acte et donc l'attentat, le meurtre de Samuel Paty. On s'est peu intéressé à eux. Et finalement, bah, la surprise en appel est venue de ces deux garçons, puisque donc, comme chacun sait, leur peine
a été ramenée de 16 ans à respectivement 6 et 7 ans. Et donc, la vraie surprise, entre guillemets, elle est venue au niveau de ces deux garçons. Et donc, moi, j'aurais voulu, dans un premier temps, évoquer un petit peu ce qu'on n'avait pas évoqué la dernière fois, c'est-à-dire le cas de Naïm Boudaoud et de Azim Epsirkanov, expliquer pourquoi en première instance la complicité avait été retenue et pourquoi en appel elle n'a pas été retenue, si ça te va. Et dans un deuxième temps, évoquer également bien sûr le cas de Brahim Chnina et de Abdelhakim Sifrioui en appel, et puis après peut-être répondre à des questions complémentaires que tu pourrais poser ou que d'autres gens pourraient se poser. Ça me va. Alors, je t'écoute. Commence par le cas de ces deux jeunes gens. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je résume, hein. Mais après, sinon, allez voir toutes les vidéos sur ma chaîne. Samuel Paty se fait décapiter pour un mensonge. Même si ce n'était pas un mensonge, c'est pas important. Tout ça est dû à un genre de fatwa numérique qui a été émise par Chnina, le père de la fille qui a menti, et Sefrewi, le créateur du collectif Cher Yassine, tout un programme. Ce mensonge est entendu par... comment il s'appelle déjà? Anzorov. Abdullah Kanzorov, ouais. Abdullah Kanzorov, qui va traverser les 3/4 de la Terre en voiture pour aller acheter une machette, acheter des armes, des pistolets à billes en acier, et décapiter et assassiner Samuel Paty. Et donc, ces deux complices qui l'ont aidé à faire ses achats et qui l'ont transporté, et ses amis proches s'appellent... comment ils s'appellent les deux jeunes? Alors, il y a Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov. Voilà, Boudaoud et Epsirkanov. Et donc, on va regarder le procès en appel de ces deux-là, plus Chnina, plus Sefrewi. Donc, peut-être un petit point liminaire, c'est que donc la complicité, on avait vu la dernière fois parce que tu t'étais posé la question, la complicité et l'association de malfaiteurs, ça n'est pas la même chose. L'association de malfaiteurs, on a vu que c'était quand on était très en amont de la commission des faits, qu'on était simplement au stade des actes préparatoires, qui théoriquement, par la loi, ne sont pas punissables, mais on a vu que dans certains cas, on pouvait le punir, et c'est ce qui va être retenu en appel. La complicité, ce que dit la loi, c'est plus clair. C'est là, on parle d'un fait qui est bien déterminé, et c'est le complice, c'est celui qui sciemment, donc sciemment, ça veut dire qu'il est au courant parfaitement du projet, et il va par aide ou assistance faciliter la préparation ou la consommation du délit ou du crime. Ça, c'est ça la notion de complicité. Alors, c'est ça qui avait été retenu en première instance à l'encontre de Naïm Boudaoud et d'Azim Epsirkanov, donc qui avaient été considérés comme les complices d'Abdullah Kanzorov, qui avaient été condamnés à 16 ans. Alors, s'agissant de Naïm Boudaoud, eh ben, la Cour avait rappelé qu'il connaissait Anzorov depuis 2019, qu'il ne pouvait pas ignorer qu'à partir de août 2020, Anzorov affichait sur les réseaux une forme d'islam intolérant. Et il y avait notamment un épisode où il avait déjà demandé les coordonnées d'une personne qui avait publié un rap qui, sur la musique de Jul, s'était moqué de la prière et de Allah. Donc il y avait cet épisode. Naïm Boudaoud avait reconnu qu'il avait déjà entendu Anzorov lui dire que rater une prière, je cite, c'est pire qu'un viol, et qu'il le traitait, lui ainsi que sa mère, de mécréant car il n'était pas assez assidu à la prière. Il ressortait du dossier également qu'Anzorov avait essayé d'impliquer Naïm Boudaoud dans un islam donc un peu plus discipliné et qui avait des éléments qui montraient qu'il y avait partiellement réussi cette mission, parce que le téléphone de Naïm Boudaoud montrait un vif intérêt pour l'islam, et Naïm Boudaoud avait reconnu qu'il avait accepté à plusieurs reprises de prier avec Anzorov donc en extérieur, dans des lieux publics, y compris en respectant scrupuleusement les horaires, et notamment celle de 6h30 du matin. Donc pour la cour d'assises, à l'époque, en première instance, c'était déjà la preuve que Naïm Boudaoud avait en quelque sorte adhéré à l'idéologie d'Anzorov. La cour avait également rappelé que Anzorov parlait tout le temps de djihad et de hijra, et qu'il avait exprimé le souhait de se rendre en Syrie, et qu'il traitait régulièrement la France de pays islamophobe. Et enfin, Naïm Boudaoud avait connaissance une forme de violence d'Anzorov, puisqu'il expliquait lui-même que le matin des faits, Anzorov avait tenu des propos menaçants à son égard.
Donc, s'agissant de la journée du 15 octobre, c'était la veille des faits, Naïm Boudaoud avait reconnu qu'il s'était rendu à Rouen en compagnie d'Anzorov, car ce dernier donc, voulait se procurer de base une arme à feu. Alors, il dira que, selon lui, cette arme à feu, c'était pour régler un différend de quartier avec des mecs de Mantes-la-Jolie. Il sera évoqué une embrouille qui aurait eu lieu dans un kebab. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Anzorov, en tout cas, n'a jamais pu se procurer l'arme à feu et Naïm Boudaoud reconnaît qu'il l'a donc accompagné dans une coutellerie de Rouen pour acheter un couteau et qu'il dira offrir à son grand-père. Et on rappellera que ce motif pouvait questionner parce que certes, Anzorov... Attends, les mecs, ils viennent d'où? Ils viennent d'où à la base? Ils habitent où? Ils sont d'Évreux, me semble, C'est quoi la de mémoire. distance Évreux-Rouen? Je suis pas très loin. Non, c'est pas des grandes distances. Ok. Voilà. On va dire que Évreux, c'est à 1h30 de Paris, en gros, et Rouen, c'est à peu près dans ces eaux-là, c'est à 2 heures. On n'est pas d'un bout à l'autre de la France, si c'est ta question. Ouais. On va dire que c'est peut-être une plus grosse ville, un peu pour ceux qui habitent Évreux. Rouen est une plus grosse ville où il y a peut-être plus de choses à faire, et notamment pour faire des achats. Donc, j'en étais au motif qui pouvait questionner, c'est-à-dire offrir le couteau à son grand-père, qui aurait pu questionner Naïm Boudaoud, parce que certes, Anzorov avait sollicité de la vendeuse un emballage cadeau, mais il n'empêche qu'à peine revenu dans la voiture, il avait retiré l'emballage pour examiner le couteau et s'assurer du tranchant. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 16 octobre, le jour des faits, Naïm Boudaoud avait reconnu qu'il avait accompagné cette fois-ci Anzorov dans un magasin pour acheter 2 armes, tu l'as rappelé, de type airsoft, donc avec des billes, et Anzorov va en offrir une à Naïm Boudaoud, je cite, « avant de mourir », lui dira-t-il. Aussitôt après cet achat, donc l'adresse du collège Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, on sait qu'elle va être rentrée dans le GPS du téléphone de Naïm Boudaoud et lui prétendra... Avant qu'on Ouais. avance, je pense qu'il y a une question qu'on se pose tous, c'est la défense, maintenant on a le spoiler, c'est qu'ils disent qu'ils ne savaient pas ce que voulait faire Anzorov. Oui, ben, j'y viendrai. Oui, mais ma question c'est, à ce stade, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas Boudaoud ou l'autre, comment il s'appelle? Et Psarkanov. Ebserkanov, qui ne sont pas Boudaoud et Ebserkanov, qui savent ce qu'allait faire Anzorov? Ou est-ce qu'Anzorov n'a parlé à personne? Bah, c'est toute la question. C'est toute la question. C'est-à-dire qu'en première instance, bah, justement, j'y vais y venir. On va estimer que certaines personnes étaient au courant. Et en appel, on va considérer que... Non, mais pas estimer. Est-ce qu'on a une preuve écrite de lui ou vocale de lui qui dit qu'il va buter Samuel Paty? Non. Donc il le dit à Non. personne de manière enregistrée. Non. Non. Ok. Toute Bon, la on y question arrivera après va alors, être de savoir justement s'il avait pu en parler à des gens, mais on n'a pas la preuve qu'il en a parlé à quelqu'un. Ok. Vas-y, Donc, j'en étais au fait que l'adresse du collège avait été rentrée dans le GPS du téléphone de Naïm Boudaoud. Lui, il prétendra que c'était Anzorov qui avait rentré l'adresse à son insu, mais là-dessus, il va être un peu contredit par des éléments du dossier, puisqu'en fait, dans ce même laps de temps, on parle de 30 secondes, 1 minute, on sait que Naïm Boudaoud avait échangé des SMS avec sa mère, et donc ce qui rendait assez peu crédible l'affirmation qu'en l'espace de 30 secondes, Anzorov se soit saisi du téléphone pour y rentrer lui-même l'adresse. Ouvert Google Maps, entrer une adresse, fermer Google Maps, remis dans sa main pour qu'il envoie des SMS. Ouais. Voilà, tout ça entre 2 SMS envoyés à la mère, et donc la Cour avait considéré que c'était peu probable que Naïm Boudaoud n'ait pas vu que Anzorov avait rentré l'adresse et que c'était plutôt peut-être même lui qui l'avait rentré. Donc, en tout cas, Naïm Boudaoud, il va expliquer ce déplacement en disant qu'à Conflans-Sainte-Honorine, que Anzorov voulait... alors, ça peut aussi poser question, hein, les explications qu'il donne, que Anzorov, selon lui, voulait commettre un cambriolage, ou alors il va expliquer qu'il voulait régler un différend avec des blacks, sans plus de précision. Voilà. Ça, c'est concernant Naïm Boudaoud. Concernant Azim Psirkanov, donc ça se rejoint un peu, sauf que lui, il connaît Anzorov depuis beaucoup plus longtemps parce qu'il avait fréquenté le même collège, même si ça restait un des jeunes hommes, et ils étaient issus tous les deux de la communauté tchétchène. Il était également du déplacement pour tenter de se procurer l'arme à feu à Rouen, tel qu'on l'a expliqué un peu avant pour Boudaoud, et il avait expliqué, lui, que cette arme était reliée à un contentieux s'agissant d'un meurtre dans la communauté tchétchène. Mais là encore, les éléments qu'on a sur cet épisode dans la communauté tchétchène tendaient plutôt à démontrer que ça n'avait absolument rien à voir
parce que ça ne concernait pas Anzorov. C'était un crime qui était très circonstancié et donc il y avait absolument aucun lien avec cette histoire. Il est également Tsirkanov présent lors de l'achat du couteau. Et puis, il précisera qu'Anzorov avait payé tout lors des déplacements, il avait tout payé, l'essence, le lavage de la voiture, et il avait reconnu que cette générosité d'Anzorov, elle était surprenante, et je cite, il n'était pas comme ça d'habitude. Ah Et bah, le lendemain, on attend l'article de Mediapart, Anzorov, le djihadiste généreux. Pardon, c'est une petite, ça a une crotte de nez, pardon. en tout cas, c'est comme ça qu'il était décrit et que c'était pas forcément une habitude et que ça avait surpris Tsirkanov. Et d'ailleurs, le lendemain, il y a une autre chose qui va surprendre Tsirkanov, c'est que Anzorov, selon lui, va lui faire un câlin très inhabituel et il dira, là encore, je cite, c'était pas dans ses habitudes. Voilà. Donc, s'agissant de ces deux personnes, au-delà de la présence de ces deux personnes lors de l'achat des armes qui vont servir in fine à tuer Samuel Paty, la cour d'assises en première instance, elle avait relevé que leur garde à vue avait permis de constater qu'ils avaient à minima bien eu des doutes sur les agissements possibles d'Anzorov. Et d'ailleurs, Tsirkanov en garde à vue avait même dit que selon lui, Naïm Boudaoud avait senti qu'il y avait quelque chose de louche qui se préparait. Et il ajoutera que par ailleurs, Anzorov faisait des blagues avec la mort pendant ce laps de temps. La cour d'assises avait également considéré que tant l'achat des armes que les bizarreries d'Anzorov n'avaient interpellé ni Naïm Boudaoud ni Azim et Tsirkanov et qu'à minima, ils savaient que les armes, elles allaient servir à commettre des atteintes à la personne, quand bien même ils auraient expliqué qu'ils ne pouvaient pas prévoir le crime qui serait commis. Attends. Spoil-moi un peu. Il est admis dans les deux procès, même en appel, on admet qu'ils savaient que ça ferait des atteintes à la personne. Oui. Mais, Ça, et du du coup, coup, ça sera à ça me minima ce fait qui va être retenu bugger. contre eux. Parce que s'ils savaient qu'il y aurait des atteintes à la personne, en quoi le fait qu'ils savent exactement la personne ou pas change quelque chose? Parce que la qualification n'est pas la même. Dans un cas, c'est de la complicité et le complice en droit pénal, il est jugé exactement sur le papier. La loi prévoit la même peine pour le complice que pour l'auteur de l'acte, alors que l'association de malfaiteurs, c'est une infraction, entre guillemets, moins grave sur l'échelle des peines. Donc c'est Et ça donc qui explique. eux sont dans le cadre d'une association de malfaiteurs et pas une association de malfaiteurs terreau. Et c'est pour ça que la peine était plus allégée. On va y venir. Ne va pas trop vite en besogne, Ali Babal. Bah quand même, je veux savoir, ils sont complices ou pas? Je pense que non. C'est ça le Aujourd'hui, ils verdict. ne sont pas considérés comme complices et on va expliquer ensuite pourquoi. Voilà. Ok, bah il faut Donc, noter la question. Pourquoi il y a une différence entre AMT et AM tout court? alors, non, mais ça, c'est assez simple. AM tout court, c'est quand on a connaissance d'une potentielle atteinte à la personne. Et AMT, c'est quand on a connaissance d'une potentielle atteinte à la personne en lien avec une idéologie terreau. Mais pourquoi il y a une différence de peine? Parce qu'on considère que quand c'est en lien avec une idéologie terreau, ça nuit plus gravement encore à la société que quand c'est simplement de l'atteinte à la personne, par exemple, pour aller commettre un braquage. Bah non, pour parce aller... que la victime, elle meurt pareil. Oui, mais tu vois, c'est comme un homicide involontaire et un homicide volontaire. Et la personne, elle meurt dans les deux cas et pourtant, c'est pas la même peine parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Le cheminement criminel n'est pas le même. Ok, j'entends. Vas-y, continue. Alors, voilà, donc on était au fait qu'à minima, déjà, il savait que ça allait, il y avait des atteintes à la personne qui pourraient être commises. Et la Cour avait considéré qu'en fait, en se rendant à la police, parce qu'il faut rappeler que tous les deux, en fait, Naïm Boudaoud et Azim Tsirkanov, se sont très vite rendus à la police après les faits commis par Anzorov. Mais la Cour avait considéré qu'en fait, dans cette démarche, ils s'étaient certes rendus à la police, mais non sans avoir effacé de leur téléphone tous les messages qui pouvaient être dérangeants et en supprimant Anzorov de leur contact, et que de cette manière, ils avaient en quelque sorte montré qu'ils avaient conscience de leur responsabilité dans l'accomplissement de l'acte criminel d'Anzorov. Et la Cour avait rappelé un épisode qui est très important parce qu'en fait, j'y reviendrai dans la décision en appel parce que c'est l'une des clés, même si ça peut paraître anodin, c'est l'une des clés
de la compréhension de la décision en appel, la Cour en première instance avait rappelé l'épisode sur lequel Anzorov en fait était membre d'un groupe de discussion de mémoire, c'était Snapchat, un groupe de discussion avec des amis, et groupe dans lequel il avait effectivement abordé le sujet Samuel Paty. Il n'avait pas dit qu'il allait s'en prendre à lui, mais il avait évoqué le sujet Samuel Paty, les caricatures, le blasphème, il s'en était ému. Donc ça, en revanche, on sait que les gens qui étaient dans ce groupe avaient connaissance du fait que Anzorov s'était intéressé à l'affaire et s'était intéressé à Samuel Paty. Bref, la Cour avait en tout cas considéré que Anzorov, en se présentant au collège, ne s'était absolument pas caché devant des collégiens qu'il avait rencontrés quelques secondes avant, qu'il était venu pour s'en prendre à Samuel Paty, même s'il ne leur avait pas dit qu'il allait passer à l'acte aussi gravement. Il avait dit à minima, oui, je vais lui mettre une petite rouste, une petite branlée un peu pour lui faire passer l'envie de montrer ses caricatures. Et donc, ça, il s'en était pas caché. Il l'avait expliqué, encore une fois, à des collégiens qui ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, pour la cour d'assises en première instance, ça semblait donc impensable qu'il ait pu passer sous silence cette histoire auprès de Naïm Boudaoud et d'Azim et Psirkanov, alors que ces gens avaient partagé son quotidien dans des moments importants du cheminement criminel, et donc la Cour avait dit, mais forcément, il a dû leur en parler, et donc ils étaient au courant, et donc s'ils étaient au courant, ça veut dire qu'ils connaissaient le projet criminel d'Anzorov, et donc projet criminel auquel ils avaient apporté sciemment aide et assistance, comme on l'a vu, d'où la qualification de complicité et la peine de 16 ans de réclusion criminelle. Voilà pour le procès en première instance. Et maintenant, on va voir en appel. En fait, ça va aller très vite. Pourquoi en appel, on tombe sur une simple association de malfaiteurs? Je précise que moi, je vais donner les éléments de compréhension qui ont été développé par la cour d'assises. Je ne suis pas là pour dire c'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est mal. Moi, je donne les outils de compréhension et après, chacun se fera son opinion. Donc, en appel, la Cour a considéré, s'agissant de Boudaoud et des Psirkanov, que s'il était établi qu'ils avaient forcément connaissance donc d'une volonté d'Anzorov de commettre des atteintes à la personne, il n'était pas possible de démontrer avec certitude qu'ils avaient eu connaissance de la volonté d'Anzorov de tuer Samuel Paty, qu'ils n'avaient pas eu connaissance des motivations particulières, donc terreau d'Anzorov, et des modalités du passage à l'acte, donc criminel. Et pourquoi? Parce que la cour d'assises en appel va retenir deux éléments qu'elle semble, selon elle, très importants. C'est que d'abord, rien ne démontre que Anzorov avait visionné la vidéo de Brahim Shnina en compagnie de Boudaoud et de Psirkanov, et que par ailleurs, aucun des deux ne faisait partie de ces fameux groupes de discussion dans lesquels Anzorov s'exprimait au sujet de Samuel Paty et des caricatures. C'était là, en fait, Alors, on a l'historique des fois où il regarde la vidéo? Je ne crois pas. Parce que la question, c'est est-ce qu'il a regardé la vidéo dans la voiture? Non, mais alors, je précise que si la cour d'assises, en deux procès, n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait visionné la vidéo à des moments où il était avec Boudaoud et Psirkanov, c'est que justement, on n'avait pas les éléments matériels et techniques qui ressortaient du dossier et de l'exploitation du téléphone. Je pose la question, parce que Michael Paty, ce qu'elle dit, et ça se trouve, elle trompe, ou j'ai mal compris. Elle dit, je lis l'article dans le JDD, un garçon radicalisé diffuse des anachides, donc des chants religieux, la veille dans la voiture en leur présence, consulte des contenus sur le blasphème en leur présence, regarde de nouveau la vidéo incendiaire de Shnina et ses potes n'auraient rien vu venir. Donc de mon point de vue, ça sous-entend que le dossier donne une date à laquelle ils regardent la vidéo et dans laquelle ils sont dans la voiture. Non, en tout cas, ça ressort pas des feuilles de motivation des deux procès. Il n'y a aucun élément matériel qui permet de s'assurer avec certitude. Certes, par contre, les nachides, ça ressort effectivement, mais la Cour va considérer justement sur ce point que les nachides ne sont pas de nature à remettre en question la méconnaissance. Les nachides ne sont pas, et c'est pour ça que là, je doute. Si soit Michael Paty se trompe ou ment, et quand elle dit il regarde la vidéo incendiaire de Shnina dans la voiture la veille, soit ils ont sciemment ou inintentionnellement ignoré ce fait. Non, c'est impossible qu'ils aient ignoré ce fait. Peut-être que
elle s'exprime de manière un peu maladroite et que ça n'est pas exactement la réalité du dossier, parce que bien évidemment que si un élément matériel aussi fort avait été amené à la connaissance des juges, ça aurait joué un rôle déterminant justement dans la certitude de la connaissance des faits par Boudaoud et Psirkanov. Bah, c'est pour Donc ça que je moi, pose la question. Il y a vraiment rien dans le dossier qui donne les dates à laquelle il a regardé et le fait que ça concorde pas avec la voiture. en tout cas, moi, je n'ai rien vu en ce sens. Donc je vais C'est rester la prudent sauce. parce qu'un dossier, Et c'est pas t'as simplement rien des vu dans le débats. dossier qui donne les dates auxquelles il regarde ces vidéos? Alors moi, j'ai eu accès aux feuilles de motivation, mais par ailleurs, Ouais. je n'ai pas eu accès au dossier qui doit contenir des dizaines de milliers de pages. Donc, mais ça, c'est un point qui aurait été capital à l'audience et qui ressortirait évidemment des feuilles de motivation. Donc, moi, je pars du principe que cet élément matériel faisait défaut. Hmm. Voilà. Mais voilà. Donc c'était le sujet. J'étais sur le groupe de discussion parce que ça, par contre, ça aurait pu être un point très important. La cour d'assises quelque part le dit que si Boudaoud et Psirkanov avaient été membres de ce groupe de discussion dans lequel Anzorov avait évoqué le sujet Samuel Paty, bah là, on aurait pu s'assurer qu'ils avaient connaissance de l'intérêt d'Anzorov à minima pour l'affaire Samuel Paty. Qui était dans ce groupe? Alors, c'était un groupe qui s'appelait Étudiants en médecine. Ok. Mais comme on peut s'en douter, les gens n'étaient pas tous étudiants en médecine. Je pense que peut-être à l'origine, certains l'étaient. En fait, c'était surtout je crois que ça devait être des amis, notamment de la communauté tchétchène. Je me souviens plus exactement, mais voilà, le groupe s'appelait Étudiants en médecine et dans lequel il y avait Anzorov qui lui-même n'était absolument pas étudiant en médecine. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Boudaoud et Psirkanov ne faisaient pas partie de ces groupes de discussion. Et donc ça, pour la cour d'assises en appel, ça a été quand même un élément très important. Et donc, c'est ce qui a, à mon avis, fait défaut. Et aussi, donc voilà, on n'avait pas la preuve qu'ils avaient également vu les vidéos et qu'ils étaient intéressés, qu'ils avaient connaissance, enfin qu'ils savaient qu'Anzorov s'était intéressé plus généralement à la polémique lancée par Brahim China et Sifri. Mais attends, quand ils ont effacé de leur téléphone les échanges avec Anzorov, comme tu m'as dit, on a pu récupérer ces échanges effacés ou pas? Je pense que si la cour d'assises, dans la feuille de motivation, ne mentionne pas le contenu exact de ces échanges, mais si on sait qu'ils ont été effacés, c'est sans doute qu'on a pu en récupérer à minima une partie. Non, mais moi, je pense que tu peux tout récupérer, c'est pas possible. Bon, alors, pour être coutumier de ce type de procédé, là aussi, c'est l'exploitation des téléphones. C'est pas une science parfaite. Ça dépend en fait de la manière dont ça a été supprimé. Parce que par exemple, supprimer un message et vider la corbeille du téléphone, c'est pas la même chose. En fonction aussi des téléphones, c'est pas la même chose. Et donc, les enquêteurs peuvent effectivement souvent récupérer une partie des données, mais c'est pas une science exacte et on n'est pas toujours capable de récupérer toutes les données. C'est quelque chose d'assez assez hasardeux parfois. Okay. Et donc, il n'y a aucune mention de si les données ont été récupérées ou pas? On ne sait pas. Je ne veux pas te dire de bêtises sur ce point, parce que c'est un élément qui est mentionné dans la feuille de motivation, le fait qu'ils aient supprimé des échanges. Maintenant, en tout cas, les échanges dont on a connaissance, c'est ce qui permet de relater les événements tels que je les ai racontés les jours précédant les faits. Mais en tout cas, les échanges qu'on a récupérés, c'est pas des échanges qui sont de nature à se convaincre qu'ils avaient connaissance du projet d'Anzorov à l'égard de Samuel Paty. Ok. Donc voilà, en fait, en gros, c'est assez simple. Alors évidemment, après, on peut se dire, mais finalement, est-ce que, en première instance, ils n'avaient pas déjà listé l'ensemble des éléments, le faisceau d'indices qui, certes, même si on n'avait pas de preuves formelles, on avait quand même un faisceau d'indices qui permettait de se dire que c'était quand même assez peu probable que Boudaoud et Psirkanov n'aient jamais été au courant de l'intérêt d'Anzorov pour Samuel Paty. Effectivement, ça peut poser question. Mais voilà, le droit étant ce qu'il est, et le doute bénéficiant à l'accusé, ça on le sait, eh ben, la cour d'assises, peut-être en appel, en a fait une stricte application en considérant que
le faisceau d'indices ne suffisait pas et qu'en l'absence de preuves formelles, on ne pouvait pas imputer à ces deux personnes la connaissance du projet et donc, en ce sens, qu'on ne pouvait pas leur imputer la complicité, mais qu'on pouvait simplement leur imputer l'association de malfaiteurs. Est-ce que ça, c'est clair déjà sur ce point? Oui, oui, j'entends. Voilà, après, bien sûr. Le truc qui m'énerve, mais ça, ça n'a rien à voir avec le procès, c'est que je pense qu'on devrait avoir accès à plus d'éléments du truc. Tu vois, ça m'énerve de manière générale dans les procès qu'on ne sache rien et à la fin on a juste l'avis de la presse. Mais laissez-nous lire le dossier là, laissez-nous lire les éléments, laissez-nous lire les discussions parce que on va pas refaire le procès et on va pas changer le monde, mais au moins on va pouvoir en parler. Et là en fait, si j'ai pas un contact comme toi, déjà je peux rien dire, tu vois. Mais ça, c'est de manière générale, ça n'a rien à voir avec le procès Paty, tu vois. Parce J'ai l'impression d'être paralysé par l'ignorance quand on a une avis de parce que justice. la loi, en fait, part du principe que les procès sont publics, donc les gens peuvent venir pendant les débats. Maintenant, il y a aussi, pour préserver une forme de sérénité, parce qu'un dossier, ça contient aussi des identités, des adresses, des coordonnées de toutes les personnes qui ont été mêlées de près ou de loin. Et donc, bon, on estime qu'il vaut mieux que ça reste dans les mains des parties concernées, donc que ce soit les parties civiles, le procureur ou la défense. Il faut savoir qu'il y avait quand même un certain nombre de parties civiles parce que dans tous les procès terreaux, il n'y a pas que les familles des victimes qui sont parties civiles, il y a aussi tout un tas d'associations qui sont là en fait pour représenter peu ou prou les victimes générales des actes de terreau. Et donc, c'est d'autant plus d'avocats qui ont accès au dossier. Donc, finalement, on a quand même un paquet de gens qui ont accès au dossier et qui peuvent le triturer dans tous les sens. Et les éléments matériels qui sont dans ce dossier, ils ont la possibilité d'être débattus contradictoirement à l'audience. Bon, après, voilà, je peux comprendre que certaines personnes du public auraient aimé se faire leur propre opinion sur le procès en ayant accès au dossier. Voilà, maintenant, la loi ne le prévoit pas. À titre personnel, je pense que c'est peut-être préférable, même si je peux entendre la frustration, je pense que c'est mieux que des dossiers qui sont assez sensibles, notamment, ne soient pas entre les mains de n'importe qui, n'importe quand. C'est mon avis. Un petit mot peut-être, vu que tu es dépité, que tu ne dis plus rien. Non, c'est Peut-être parce que le micro était désactivé. D'accord. Est-ce Vas-y. Alors, soit tu as toujours des questions sur Naïm Boudaoud et Azim et Pierre Canop ou sur la notion de complicité, association de malfaiteurs, etc. Soit je dis tout de suite un petit mot pour Brahim Chnina et... Non, j'ai des questions. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence de peine si l'association de malfaiteurs mène à la concrétisation ou pas? Pardon, est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce qu'il y a une différence de peine si l'association de malfaiteurs mène au meurtre ou pas? Théoriquement, une association de malfaiteurs, c'est des actes préparatoires, donc c'est indépendamment du résultat. Voilà. Maintenant, il est évident qu'une association de malfaiteurs parce qu'on peut le voir parfois, association de malfaiteurs, ça peut être aussi pour faire du trafic de stupéfiants. Donc évidemment que en fonction du contexte et effectivement du résultat, ça peut jouer, mais la loi ne le prévoit pas explicitement. Est-ce que c'est écrit à la fin, association de malfaiteurs ayant mené à un meurtre ou pas? Non, c'est à la fin, il est écrit qu'ils sont coupables du délit d'association de malfaiteurs. Et je trouve ça énorme qu'entre association de malfaiteurs et association de malfaiteurs terreau, il y ait 10 ans. C'est si grave que ça, je demande vraiment sincèrement, je sais pas, si grave que ça qu'on qualifie l'origine terreau, c'est quoi? C'est pour justement dissuader les terreaux, c'est pour... Ouais, alors en fait, cette distinction, elle date en fait il n'y a pas si longtemps parce que il y a eu une vague donc avec l'État il y a eu une vague de procès et d'affaires terreau et donc notamment pour sanctionner tous les départs en Syrie ou les retours de Syrie, pour pouvoir les sanctionner beaucoup plus durement, parce qu'on estimait que c'était pas juste aller en vacances en Syrie, faire de l'humanitaire. Pour sanctionner beaucoup plus durement les départs en Syrie, on a fait passer l'association de malfaiteurs terreau dans la case criminelle. C'est pour ça d'ailleurs que quand on est au-dessus de 10 ans, on parle toujours de réclusion criminelle
Et en dessous de 10 ans, on appelle ça de l'emprisonnement. Alors, dans les faits, c'est de la prison dans les deux cas, mais c'est pour marquer une différence qu'au-dessus de 10 ans, on passe sur une qualification criminelle. Est-ce que la première instance, est-ce que on peut leur parler et ils disent ah oui effectivement l'appel a eu raison et j'ai fait une erreur. Genre est-ce qu'on peut entendre ce genre de choses ou pas? Parce que par Non, exemple là la première instance ils ont donné 16 ans pour AMT et là on appelle il y a eu 6 ans. Donc est-ce que non, les mecs de non, première non, non, instance il y avait pas de boucle non, retour? non. Alors, je précise, en 16 ans, en première instance, c'était pas AMT, c'était complicité d'assassinat. Parce qu'on Ah en plus. considérait que Boudaoud et Tsirkanov avaient eu connaissance, pour le coup, du projet d'assassinat de Samuel Paty. Mais comment ils ont motivé ça du coup? Eh ben, t'as écouté, alors. Parce que c'est exactement ce que j'ai lu pendant de longues minutes sur Boudaoud. On est parti d'un faisceau d'indices et des journées qu'ils ont passées avec Anzorov les deux jours précédant les faits. Et donc, et la connaissance des bizarreries d'Anzorov qui étaient inhabituelles, l'achat des armes, etc. Le fait de rentrer l'adresse dans le collège, d'aller au collège à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà. Tout ça avait constitué pour la cour d'assises en première instance le faisceau d'indices suffisant pour se convaincre qu'ils avaient connaissance précisément du projet d'assassinat de Samuel Paty. Mais du coup à la fin on sait pas. On sait pas Et qui a raison. Ni ceux qui non, c'est pensent pour, qu'ils c'est, avaient non, connaissance, ni... non, c'est Ouais. pour ça qu'en fait, il y a ce qu'on appelle en droit le concept de vérité judiciaire. C'est-à-dire que la vérité, en droit, c'est un concept qui est assez abstrait finalement, qui n'est pas toujours très tangible, très palpable, parce que fondamentalement, les juges ne sont pas dans la tête des gens et ils n'étaient pas présents lors des faits. Donc on est obligé de travailler avec ce qu'on a et ensuite le juge ou les jurés, s'il y a des jurés, ils vont écrire ce qui sera la vérité judiciaire. Et on sait que la vérité judiciaire, c'est ce qui restera pour la postérité, entre guillemets. Mais en revanche, on sait que la vérité, par contre, c'est un concept différent. Moi, ça m'est déjà arrivé très souvent, à la fin d'un procès d'assises, qu'une vérité judiciaire soit écrite et que des personnes à l'oreille, dans le box, une fois qu'elles ont été condamnées, me disent « En fait, l'histoire, c'était ça ». Et donc, je repars en sachant qu'il y a manifestement un gap entre la vérité judiciaire qui va rester à jamais et la vérité absolue telle que ça s'est vraiment passé. T'as un Alors, exemple de ça? Une anecdote? bah, Genre, c'est quoi la différence entre les deux? Un mec, bah, genre, il a dit, ouais, par j'ai volé exemple, 500 euros, mais en fait, c'était 200 euros, ou c'est quoi? non, mais ça peut être par exemple, on va disserter pendant plusieurs jours sur une arme qui a servi à commettre un crime, et de savoir d'où elle vient, qui l'a eu, comment on se l'est procuré. Et puis en fait, on peut me dire à l'oreille à toute fin qu'en fait, les armes, c'était pas celle-là et qu'en fait, il y en avait deux. Qu'il y en avait deux et que toute la confusion vient du fait que Ah, on ne savait pas ouais, je vraiment en vois. fait de laquelle on Il te parlait. spoil. Bon voilà, c'est ce genre de détails. Donc, ils sont pas forcément fondamentales finalement dans le dossier, mais qui te font dire que en fait effectivement l'histoire a été plus compliquée. Ou alors, il y a d'autres exemples qui sont plus généraux. Par exemple, dans certains procès, notamment où il y avait beaucoup d'accusés, à la fin, la cour d'assises va prononcer certains acquittements. Donc, elle va dire certains sont innocents des faits et d'autres sont coupables. Et à ce moment-là, dans le box des accusés, ça part en bagarre générale. Et pourquoi ça part en bagarre générale? Parce que les accusés, eux, ils savent que dans le lot des décisions qui ont été rendues, il y a des injustices. Certains ont Ouais, été condamnés à tort et d'autres ont été innocentés à tort. Et ouais. donc, ne supportent, eux, ils connaissent la vérité et donc ils se bagarrent entre eux parce qu'ils estiment qu'en fait, la justice s'est trompée, parce qu'eux, ils savent qu'elle s'est trompée. Bah, ils auraient Mais dû les parler, juges, eux, quoi. ne le savent pas parce qu'eux, ils sont partis d'un dossier, ils ont Ouais. écouté les arguments des uns et des autres et ils n'en savent pas plus et donc ils se sont basés sur ce qu'ils avaient. Et malheureusement, la vérité judiciaire qui a été écrite, on le comprend à cause de la bagarre générale que ce n'était pas la vérité absolue. Ouais, je comprends. Mais on peut pas rétro-pédaler. Et on ne peut pas rétro-pédaler, sauf à faire annuler la décision. Et donc là, j'ai cru comprendre que Abdelhakim Sifrioui s'était pourvu en cassation. Donc la cassation, ça n'est pas un troisième procès. Il faut savoir que autant la cour d'appel, on refait le procès à l'identique de la première instance. Donc c'est vraiment deux procès qui, dans les conditions, sont exactement les mêmes.
Mais en revanche, la Cour de cassation, elle, on dit qu'elle ne juge qu'en droit. Donc ça veut dire qu'elle ne juge pas en fait. Ça veut dire que la Cour de cassation, quand elle est saisie, elle ne peut pas dire si on est coupable ou innocent. Ça, c'est jugé en fait. Elle n'est pas là pour remettre en question les questions de culpabilité. Elle est simplement là pour dire si le droit a été respecté, donc d'un point de vue procédural. Parfois, ça peut tenir à la qualification pénale des faits, donc ça touche un peu aux faits. Mais ce que je veux dire, c'est que la Cour de cassation, s'il n'y a pas une erreur de droit qui a été commise lors du procès en appel, elle ne pourra pas casser la Cour de décision. cassation va juger sur Sefraoui ou sur tout le monde? Elle peut juger sur tout le monde. Elle peut casser l'arrêt. Donc, et si elle casse l'arrêt, il faut revenir au premier appel ou faire un troisième procès? Eh ben, en cas de cassation, on va devant ce qu'on appelle la cour d'appel de renvoi. Et donc, c'est une troisième cour différente des deux autres qui reprend l'affaire. Ok, oh là là. Tout le monde est pris en otage, quoi. Voilà. Et qui a fait appel à la Cour de cassation? Sefraoui ou la De famille mémoire, Paty? c'est Sifri qui a formé un pourvoi en cassation. Et la famille Paty, elle accepte le jugement en appel? Tu sais, Alors, de toute manière, il faut savoir que en droit pénal, la victime ne peut pas faire appel. Elle ne peut pas contester d'un point de vue pénal la décision. Il n'y a que l'accusé et le procureur, qu'on appelle l'avocat général en assise, qui peuvent faire appel. La victime, elle, donc elle est un peu obligée d'accepter sur le volet pénal. Elle ne peut faire appel que du volet civil. Ça veut dire du volet qui concerne l'indemnisation de son préjudice. Ok. Honnêtement, bah là je donne un avis, hein, c'est pas une question juridique. Honnêtement, au vu de ce que tu me dis, je pense que la décision d'appel est correcte. Cependant, je suis très sceptique à l'idée que les gars ne savaient pas. On peut être sceptique parce que c'est vrai que le faisceau d'indices qui avait été dégagé par la Cour en première instance, il n'est pas balayé d'un revers de main, je suis d'accord. Bah, si, pour moi, il l'est. J'ai l'impression qu'il l'est. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, tu ne les as pas mentionnés, ces indices. Il n'y en a pas assez. Il s'est passé des trucs. Ils ont roulé en voiture, il y a eu des échanges écrits. Il n'y a rien de ça qui est mentionné dans la feuille de motivation. Non, mais parce qu'On the Rock n'a jamais écrit à personne « je vais commettre cet acte concernant cette personne ». Oui, après, personne ne fait ça, de toute façon. Quand des mafieux se réunissent dans une cave pour buter un mec, ils n'écrivent pas sur les murs. Mais peut-être qu'il en a parlé de vive voix des gens, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, et on n'a pas la preuve. J'ai une autre question, c'est... Ça, c'est indépendant du procès Paty, mais de temps en temps, je vois des jugements où, quand le jugement est prononcé, l'accusé insulte, menace la victime. Est-ce que dans ce genre de cas, il y a une punition, il y a une sanction? Et je pensais par exemple au premier procès où Michael Paty et Émilie Fraîche, je crois, elle s'appelait, ont été évacués parce que la famille Schnina les menaçait dans la salle. La question est très simple. Est-ce qu'il y a une conséquence à ça? La conséquence, c'est tout simplement... Alors, bon, déjà, on peut éventuellement admettre, mais encore une fois, hein, c'est en pratique, on peut admettre une forme de tension qui peut régner dans les salles d'audience parce que la vie des gens se joue d'un côté comme de l'autre, les familles également, donc tout ça peut créer une forme de tension. Maintenant, si les uns ou les autres commettent des actes qui sont punis par la loi, que ce soit des insultes ou des violences, ils peuvent être poursuivis ensuite en justice, mais de manière totalement indépendante. Mais il n'y a pas d'automaticité, si tu veux. Ça sera ensuite aux gens de porter plainte, le procureur va mener une enquête, voilà. Mais évidemment, le procureur, à l'audience, il peut faire un signalement au parquet, parce qu'il représente le parquet, le procureur, l'avocat général, donc il peut aussi donner des suites s'il le souhaite, mais c'est pas automatique, si tu veux. Je vois. Ok, j'entends. Tu peux passer sur Sefraoui et Schnina. Alors, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on avait déjà assez longuement abordé le cas de Sifrioui et de Brahim Schnina, justement, lors de la dernière
lors de la dernière vidéo, on avait expliqué comment la cour d'assises en première instance avait caractérisé à leur encontre la qualification de l'association de malfaiteurs terreau. Là, on a une confirmation sur la qualification, donc c'est déjà quelque chose quand même qui est notable. On a une confirmation de la qualification d'association de malfaiteurs terreau, alors même qu'ils n'avaient pas connaissance forcément du projet, ni de la cible, ni même, ils n'avaient même pas connaissance à proprement parler de la personne qui va commettre l'acte. Tout ça, on l'avait expliqué justement, la manière dont l'association de malfaiteurs terreau est assez large en vérité dans son champ d'application. Donc la question, c'est les peines. Alors, Brahim China, il passe de 13 ans à 10 ans. Alors, tu l'avais évoqué la dernière fois un peu à l'Ibabal, il y a la question un peu du positionnement à l'audience qui peut influer sur la peine. C'est-à-dire, est-ce qu'on émet des remords, est-ce qu'on reconnaît un petit peu quand même sa responsabilité? Et force est de constater que Brahim China est allé quand même dans ce sens. On a quelqu'un qui, ça je l'ai vu même physiquement, quand je dis qu'il a fait profil bas lors de ce procès, c'est quelqu'un qui a passé des journées entières, la tête baissée à regarder ses pieds. On n'avait pas du tout quelqu'un qui faisait le malin dans le box, on avait quelqu'un qui vraiment essayait de se mettre un peu 6 pieds sous terre. Il s'est maintes fois excusé, alors bien évidemment, on peut se poser la question de la sincérité, est-ce que tout ça est de la stratégie, mais n'empêche que il s'est maintes fois excusé, confondu en excuses, il a exprimé des remords et il a exprimé une certaine forme de reconnaissance de sa responsabilité dans le sens où il reconnaît qu'il est quand même à l'origine de toute cette histoire, qu'il a été aveuglé par la discrimination qu'aurait subie sa fille. Là, je fais une petite parenthèse, on sait quand même en première instance et on sait des éléments du dossier même en appel que la discrimination, en vérité, c'était pas le moteur premier, qu'il y avait quand même chez lui cet intérêt pour le blasphème. Il y avait des éléments très importants, et notamment l'un des plus importants, c'était que une amie lui avait écrit « Attention, sois plus malin, il ne faut pas axer sur le blasphème, il faut plutôt parler de la Non, mais discrimination. » Voilà. Bon. là, ça me fume parce que c'est vraiment être dupe. Alors que tous les éléments et la vidéo montrent qu'il parle uniquement du blasphème et qu'il dit aux gens, vous n'êtes pas des bons musulmans, vous défendez pas votre prophète, si vous aimez votre prophète. Alors, là, je Le fais mot une précision. discrimination, je l'ai jamais entendu. Non, mais je fais une précision. La cour d'assises en appel n'a pas reconnu qu'effectivement Brahim China était guidé par cette histoire de discrimination. Elle a, comme en première instance, considéré que c'était bien le blasphème qui était à l'origine de la démarche de Brahim China. Moi, ce que j'évoque, c'est certes, il faisait profil bas, voilà. Certes, il y avait une reconnaissance de sa responsabilité, mais il continuait effectivement d'expliquer la discrimination. En fait, je parle des propos qu'il a tenus en appel. Je ne dis pas que c'est ce qui a été retenu par la cour d'assises. Je dis que dans son positionnement, il a dit qu'il avait été aveuglé par la discrimination qu'aurait subi sa fille, que du coup, le fait que ce soit sa fille l'avait littéralement aveuglé, que c'était que très tardivement qu'il avait compris qu'elle avait menti, et que c'était pour ça qu'il était resté totalement insensible aux arguments qu'on avait pu lui présenter pour tenter de l'apaiser. Voilà. En tout cas, c'est ce qui ressortait de son positionnement, qui était quand même un petit peu dans le sens d'une remise en question, même si, encore une fois, je reconnais que c'était une remise en question qui n'était pas totale, dans la mesure où il ne reconnaît pas que la problématique de base, c'était le blasphème. Il y avait par ailleurs un élément que je crois que tu as déjà lu, puisque ça c'était sorti dans la presse, cette partie-là de la feuille de motivation. La Cour avait considéré d'un point de vue de la personnalité que c'était pas un monstre jusqu'au moment des faits qu'on lui reproche. Il avait des activités caricatives qui paraissaient somme toute sincères, qu'il avait un vécu familial qui était assez douloureux, et que par ailleurs, il n'était pas radicalisé. Alors après, là encore, chacun se fera son opinion sur qu'est-ce que ça veut dire être radicalisé. Est-ce qu'il avait déjà, il adhérait à une idéologie religieuse qu'on pourrait qualifier de radicale? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, il n'était pas radicalisé dans le sens où on peut le voir avec des procès terreau, avec des gens qui sont littéralement abreuvés d'idéologie terreau et qui y adhèrent à 100%. En tout cas, c'était pas ce qui ressortait
de Brahim Shnina. Et le dernier point qui est peut-être aussi pour moi le plus important, vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais évoqué un point du dossier, c'était que Brahim Shnina vous voyait Sifrewi qui lui le tutoyait en retour. Et qu'il y avait une véritable influence de Sifrewi sur Brahim Shnina. Sifrewi, finalement, c'est quand même lui, selon la cour d'assises, qui a bien chauffé à blanc Brahim Shnina en lui faisant tourner toujours de nouvelles vidéos dans lesquelles, en plus, il faisait des montages avec les propos de la fille de Brahim Shnina. Sifrewi, il relançait régulièrement Brahim Shnina pour savoir où il en était, est-ce que ça avançait, toute cette cabale. Et donc, la cour a quand même aussi... J'entends. Il y a une chose qui me fait bugger, c'est il y a Chalgoumi qui avait dit que Sefrewi avait fait la même chose contre lui. Et pourtant, Chalgoumi, le procès a acquitté Sefrewi. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Non, je n'ai pas d'infos sur l'histoire personnelle entre l'imam Chalgoumi et Abdelhakim Sifrioui. J'ai vu comme toi effectivement que Chalgoumi avait dit Sifrioui a tenté de me diffamer, de me faire un peu la même chose, mais je n'ai pas d'éléments plus précis sur comment ça avait été traité à l'époque par l'institution Et du coup, j'ai judiciaire. envie de savoir sur Sefrewi, est-ce qu'il y a eu un historique des fois où il a fait ces méthodes-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont témoigné en plus de Chalgoumi? Parce que j'ai l'impression que le mec, il est rodé à ça en fait. Alors, il n'y avait pas eu de cabale de la même manière, mais on savait par ailleurs, je l'avais rappelé la dernière fois, qu'il y avait des éléments qui montraient une personnalité qui allait, somme toute, au-delà du militantisme, notamment des textes qu'il avait, moi surtout ce qui m'avait marqué, c'était les textes qu'il avait, et que d'ailleurs tu as rappelé la dernière fois, parce que ça ressort aussi dans la presse, qu'il avait publié pas longtemps après la publication des caricatures de Charlie Hebdo, ou peu après, je crois même l'attentat de Charlie Hebdo, il avait publié des véritables prières pour que Allah détruise tous ces gens-là. Et puis il y avait aussi, on savait que il s'était pas ému du sort de Salman Rushdie, puisqu'au contraire, il avait dit à sa fille non, mais il mérite de perdre la vie. Et on sait que c'est assez fort ce propos quand on sait que Salman Rushdie n'a jamais même blasphémé, parce que pour le coup, cette histoire de Salman Rushdie, il y a tout sauf un blasphème, c'est simplement un livre dans lequel il avait fait référence à un épisode qui par ailleurs est rapporté par Tabari et Ibn Kathir sur l'histoire des versets qui auraient été soufflés à Mahomet par le diable. Mais Salman Rushdie n'avait lui-même jamais blasphémé ni coquet. Donc quand Sifrioui dit qu'il méritait de perdre la vie pour ça, il y a c'est ton déjà des micro qui paroles frotte. Il y a ton micro qui frotte. Il y a ton micro qui frotte. Je sais pas si contre tes fringues ou quoi, ou éloigne-le un peu de ta bouche. Ok. Vas-y, reprends, pardon. Salman Rushdie, un écrit. Oui, voilà. Donc ça, on savait que Sifrioui avait des paroles très dures. J'avais évoqué aussi, je crois, mais j'ai pas plus de précision là-dessus, que c'était l'imam de la mosquée, je crois, d'Evry qui avait expliqué que selon lui, il y avait quand même une forme de violence chez Abdelhakim Sifrioui. Et puis voilà, on sait aussi que il avait nommé son collectif quand même en hommage à une personne qui était quand même qui était quand même considérée comme un terreau. Mais voilà, pour répondre plus précisément à ta question, je n'ai pas connaissance dans le dossier d'une démarche similaire, cette fatwa numérique. Je ne pense pas qu'il y avait un précédent aussi marqué. En tout cas, ça ne ressort pas. Un autre élément qui n'est pas apparu dans la presse ou ailleurs, c'est est-ce qu'ils ont des casiers judiciaires, Shnina et Sefrioui? Alors, de mémoire, non pour Sifrioui, et Shnina avait de mémoire quelque chose, mais qui était tout à fait autre et qui n'était pas. Alors, pardon. Donc ça, j'ai la réponse précise. Alors, je vais vous dire ça parce que c'était pas quelque chose de particulièrement important. Alors, Sifrioui, il avait un seul antécédent judiciaire qui était l'organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique en 2014. Voilà. Et s'agissant de Brahim Shnina, il avait...
Alors, dans celui-là, il précise pas, parce que c'était assez ancien. Je vais voir juste 2 secondes si dans l'autre. Si dans l'autre feuille de motivation, ils évoquaient. Il me semble qu'ils donnaient un peu plus de détails sur les antécédents de Ibrahim Shnina. Alors, Ibrahim Shnina. Est-ce que des antécédents sont pris en compte dans le procès ou on part indépendamment du casier? Ah non, bien sûr que les antécédents sont pris en compte, surtout quand c'est des liens des faits qui sont en lien avec les faits reprochés. Voilà. Mais il est évident, par contre, que si on est jugé pour des violences et qu'on a déjà commis des violences, c'est beaucoup plus grave, notamment parce que la loi prévoit même ce qu'on appelle la récidive. Donc, c'est le fait de recommencer les mêmes faits dans un certain laps de temps rapproché. Mais par contre, on peut considérer, même si c'est pas anodin, que si c'est des faits qui sont anciens et qui n'ont rien à voir avec les faits reprochés, on va considérer que c'est pas forcément opportun d'en tenir vraiment compte. Non, j'ai plus le détail exact des C'est pas antécédents grave, c'est pas grave. C'était pas très important et c'était très ancien. Ouais. J'ai une autre question, Sefraoui est passé de 15 ans à 15 ans. Alors voilà, je vais y venir. Donc je vais juste terminer sur Brahim China, même si je pense que j'avais terminé. Mais voilà, je voulais terminer sur l'influence que Sefraoui il avait sur Shnina, parce que ça, je pense que c'est un élément qui était, selon la cour d'assises, à prendre en compte, qu'il y avait quand même une responsabilité de l'un sur l'autre et que peut-être même, et moi c'est moi qui pose la question, peut-être qu'on peut aller au-delà, est-ce que même sans Sefraoui, est-ce que Brahim Shnina serait allé à ce point au bout de cette fatwa numérique et où est-ce qu'il aurait pu être apaisé un petit peu par son entourage qui avait tenté à un moment donné quand même de le calmer. Est-ce que peut-être Sefraoui n'est pas quand même la condition sine qua non dans le fait de mener aussi loin cette fatwa numérique? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et qui peut-être peut expliquer la différence de traitement entre les deux personnes. Alors, honnêtement, la différence, je la comprends. Il y avait vraiment un meneur et un suiveur, tu vois. Voilà. Alors après, Shnina est à l'origine, mais une fois que la machine est lancée, on a effectivement un meneur et un suiveur. Ça ressortait de dossier de manière indéniable. Alors, Sefraoui, donc peine de 15 ans qui est confirmée, malgré, il est vrai, un positionnement qu'on pourrait qualifier à minima, je dirais, de osé. Voilà. Parce que, évidemment, sa posture à l'audience en appel était de dire je n'ai rien à voir dans toute cette histoire, je suis un militant des droits civiques, je suis quelque part une victime collatérale dans ce drame. Enfin, c'était vraiment ça. Voilà. Et puis, il y avait effectivement en trame de fond... non, il n'y a pas que, il y avait aussi... voilà, c'est-à-dire en trame de... Alors, c'était pas dit comme ça, mais en trame de fond, il y avait aussi cette défense de rupture de dire le fait générateur, c'est le comportement discriminant de Samuel Paty. Donc, il y avait deux axes de défense qui étaient osés parce que l'un consistait à mettre la responsabilité sur le dos de la victime et le deuxième de se mettre totalement à distance comme si finalement on était parfaitement étranger à tout ça. Donc, c'était un positionnement qui était osé. J'ai une vraie question, c'est... Villemain s'est vraiment dit, premier degré, ça pourrait marcher? C'est une vraie question, hein, c'est pas de la rhétorique ou... Alors, genre, il s'est dit, en termes de droit, ça donne une chance à mon client. Je ne suis pas dans sa tête. Moi, je sais que tu n'es pas dans sa tête, mais... Oui, non, mais je vais répondre, mais je prends des précautions. Je ne suis pas dans sa tête. Moi, effectivement, je peux le dire, même avant le procès en appel, ça n'est pas forcément la stratégie que j'aurais proposée à mon client. Maintenant, c'est un avocat qui est doté d'une certaine expérience et qui est peut-être aussi d'une certaine époque où il y avait ce qu'on appelle justement la défense de rupture, qui avait été popularisée par Jacques Vergès, qui est un avocat décédé depuis, mais qui est un des plus grands, considéré comme un des plus grands avocats, et qui est un avocat quelque part d'une autre époque, et qui avait popularisé cette défense de rupture, où en fait, on va créer un écran de fumée au procès en déplaçant totalement le sujet ailleurs.
et en disant en fait non, vous vous trompez de procès, finalement le procès c'est pas celui de mon client, c'est d'autre chose. Et donc peut-être qu'il s'est dit que cette défense de rupture pouvait prospérer. Moi, à titre personnel, c'est pas la stratégie que j'aurais adoptée. Maintenant, je ne sais pas aussi quel était l'état d'esprit de son client. Parce que si l'état d'esprit de son client était de ne rien savoir et de vouloir à tout prix aller dans cette défense, bah, les avocats, quelque part, étaient un petit peu tenus par la position de leur client, ou alors, si vraiment ils ne le sentaient pas, il leur appartenait de dire à leur client, bah, moi, je ne sens pas cette stratégie, vaut mieux y aller avec un avocat qui le sentira. Ouais. Non, mais je comprends. Et là, je dois commenter, et ça n'a rien à voir de juridique, hein, et pareil, je lis pas les pensées, mais je pense, et j'ai de bonnes raisons de penser, que c'est typiquement la réaction quand tu es à fond dans l'islam, et surtout que tu es une autorité religieuse. Parce que quand tu es une autorité religieuse, c'est ce qu'on a vu aussi avec Mahjoub Mahjoubi, tu as littéralement passé 40 ans de ta vie, 50 ans de ta vie, 60 ans de ta vie à ce que personne ne te contredise. Personne, quoi que tu fasses. Et littéralement, hein, même, tu peux te taper une fille de 5 ans, personne ne te le reprochera. Donc tu es un demi-dieu dans ta position d'autorité religieuse. Et en plus, je dirais pas que tu es calculateur, il y en a, ils savent. Mais tu es aussi dans le truc. Tu as tellement menti que tu vis dans le mensonge. Et donc, tu arrives au point où c'est impossible que tu aies tort. Tu sers Allah, tu es à la bonne position, et du coup, c'est limite une forme d'intégrité. Je ne peux pas me tromper puisque je suis au service d'Allah et de la dignité de Mohammed et de son prophète. Tes valeurs sont complètement aliénées, mais ça devient un peu premier degré. Encore une fois, je ne suis pas dans la tête de ces frères, je ne sais pas si c'est ça ou s'il est cynique. Mais j'ai vu des dizaines d'autorités religieuses, des imams, des pères de famille, des grands-pères, devenir comme ça. Quoi qu'ils fassent, c'est quelque chose de bien, même si c'est une erreur. Et même s'ils commettent une erreur à la vue de tous, personne n'ose leur dire. Et du coup, il est peut-être enfermé là-dedans aussi, c'est vrai, oui. C'est-à-dire qu'il se dit, non, 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 non. Si le mec est mort, c'est quand même lui le coupable et moi la victime. Et c'est tout à fait en miroir de l'islam. On a des dizaines de récits que je vous ai lus, que j'ai mis dans le dossier pour Michael Paty, que vous avez dans Incroyable Islam, où Mohamed fait décapiter un homme parce qu'il a fait un poème sur lui, parce qu'il l'a critiqué, parce qu'il ne s'est pas converti à l'islam, et conclut par Oh, je suis tellement la victime. Et Ibn Taymiyyah, c'est la même chose. Pour consoler le sentiment de Mohammed, d'Allah et des musulmans, il faut tuer un homme. Donc vous voyez que la vraie victime, c'est l'assassiné. Mais qu'on met en tant que victime l'assassin alors qu'en plus il a tué quelqu'un. Oh là là, j'ai tellement souffert. Et donc ça, cette position, elle est concrète. C'est le résultat de dizaines d'années de privilèges à la fois, d'endoctrinement, d'autosuggestion, de tout ça en même temps. Et donc moi, à la lumière de ça, je comprends que l'avocat se soit soumis à un caractère comme ça. Si son caractère est comme ça, encore une fois, j'assume, hein, je suppose. Voilà, je voulais juste compléter avec Ouais, non, ça. mais tu as raison, mais ça, moi, on n'a pas d'éléments sur qui a vraiment été à l'origine de la stratégie. Est-ce que c'est l'avocat qui lui a dit fais-moi confiance, ça va passer, ou est-ce que c'est son client qui lui a dit c'est la seule stratégie que je veux mener, sinon je prends notre avocat. Ça peut être ça aussi. Voilà. Oui, parce que lui, Donc, et on l'a très bien vu aussi avec l'autre là, qui s'est fait condamner, je crois, pour une amende et de la prison avec sursis parce qu'il avait retweeté un truc sur le 7 octobre. Il y oui, avait un imam comme ça. oui, et il Et avait il disait, recruté Étienne Chouard, de mémoire. voilà, et il disait, moi je m'en fous qu'ils me mettent coupable ou innocent, je n'ai que de compte à rendre qu'à Allah. Mm. Et cette mentalité, c'est pas de la rhétorique, c'est pas juste pour se consoler, il le pense vraiment. Et je pense que Sefraoui le pense vraiment aussi. Et Mahjoubi, c'était un très bon exemple de ça. Il a passé sa vie à ne pas être contesté. C'était un escroc en plus, il volait du pognon aux musulmans qui lui faisaient confiance parce que c'était un représentant d'Allah sur terre. Il se fait virer du pays. Et une fois qu'il se fait virer du pays, moi je l'avais fait à l'époque, on a regardé ses interviews en français, où il disait c'est injuste, droit de l'homme, etc. Et ses interviews en arabe. Et en arabe, il avait un discours très différent du français. Je l'avais traduit d'ailleurs, faut le retrouver sur ma chaîne dans les 1500 vidéos. Mais où en gros, il disait, ce sont les ennemis d'Allah, ils ne font que avancer leur plan avec Israël et les Juifs pour détruire la religion d'Allah sur terre. Je suis un bon prédicateur musulman, ils ne veulent pas de musulmans en France. Son discours est à l'opposé de ce qu'il dit en français.
Et même quand il a débattu avec Jack, il a dit Jack, c'est pas un apostat, ça n'existe pas les apostats. Jack, c'est un sale chien kabyle de merde, un truc comme ça. Genre, toute sa vie qu'il a passé à être raciste, fasciste, tout ce que tu veux, eh ben, elle s'est montrée dès le moment où il savait qu'il avait plus rien à perdre. Et pour lui, pour Sefrewi, c'est mon hypothèse, hein, personne ne s'engage de ça. Il voit la cour, les victimes, les avocats de la défense et son avocat, tout ce beau monde, c'est juste un moyen de se débarrasser de cette gêne qui est l'injustice qu'il subit parce qu'il va en prison simplement parce qu'il a amené au meurtre de quelqu'un. Voilà. Pour lui, voilà, c'est un cynisme. Encore une fois, c'est mon avis. Voilà. Parce voilà, il est le représentant d'Allah sur terre, son bras armé, le digne défenseur du prophète, etc. Alors, en tout cas, effectivement, la question qui peut se poser, c'est donc, au vu de ce positionnement qui était particulièrement osé, et qui donc était même plus osé qu'en première instance, si en première instance, il a pris 15, pourquoi est-ce qu'en appel, il n'a pas pris plus? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, on va arriver à cette question. Je voulais dire un dernier truc qui est la défense de ces... Parce que ça va ramener à cette question pour qu'il n'a pas pris plus. La défense de Sefrewi, elle prend tout son sens si vous vous imaginez dans une dictature islamiste. Parce que si vous vous imaginez dans une dictature islamiste, sa défense, c'est la meilleure défense possible pour faire envoyer en prison la victime. Ouais, c'est la défense de... Parce que cette défense, en gros, elle met Allah en premier plan, elle met l'islam en premier plan, elle met la dignité du prophète en premier plan, et tous ceux qui s'opposent à ça sont criminels. Donc le mec, il pense simplement comme s'il était devant un État islamique, comme s'il était jugé par Allah en personne. Voilà, je voulais rajouter ça. Et du coup, la question, c'est, moi, c'est mon avis personnel, si je voulais faire condamner plus Sefrewi, j'aurais pris exactement cette défense. Vraiment. Et premier degré, hein, si Sefrewi m'a dit je veux prendre plus d'années de prison, j'aurais dit on va te défendre comme ça. Alors pourquoi il a pris exactement la même peine? Alors là, par contre, c'est moi, je vais donner que mon avis. Je pense que la cour d'assises en appel a pu peut-être se dire que 15 ans, finalement, quel que soit le positionnement, ça restait la juste peine. Parce que il ne faut pas considérer, à mon sens, en tant que, je dis ça, je parle en tant que juriste et par expérience des peines qui peuvent être prononcées pour différents crimes, c'est pas une peine de 15 ans, n'est pas une peine anodine. Ça reste une lourde peine quand à proprement parler, on n'a tué personne et qu'on n'était en rien au courant de ce qui allait se passer, même si on avait la possibilité de prévoir que le pire pouvait arriver. D'un point de vue purement factuel, on ne savait pas ce qui allait se passer, dans le sens où on ne savait pas qui allait passer à l'acte et dans quelles conditions. Donc 15 ans, c'est des peines qu'on peut voir habituellement dans des procès où les gens vont commettre le meurtre eux-mêmes. Ou le meurtre, c'est quand il y a de la volonté de tuer, mais ça peut être aussi les coups qui vont amener la mort sans intention de la donner. Donc ça, c'est 15 ans, c'est ce type de peine qu'on peut retrouver donc sur des gens qui vont eux-mêmes passer à l'acte. Donc certes, dans des contextes un peu particuliers de type rixes de quartier, etc., évidemment, les peines sont plus importantes quand c'est des crimes un peu plus quand c'est des crimes un peu plus communs. Mais voilà, c'est quand même le type de peine, de quantum qu'on peut retrouver chez des gens qui ont directement eux-mêmes commis les faits. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas commis directement les faits, ça reste quand même, selon moi, une peine qui est importante et qui n'est pas anodine et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main en disant c'est pas assez. Voilà. Après, on peut toujours dire un peu plus, un peu moins, mais 15 ans, c'est une peine qui n'est pas anodine. Et dernier point, ensuite je te laisse réagir à ce que je dis, c'est que si on regarde bien justement dans cette fameuse vérité judiciaire que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui va rester pour la postérité, eh ben 15 ans, si je ne m'abuse, ça va rester la peine la plus importante qui aurait été prononcée dans l'affaire Paty, comme si finalement l'idéologue responsable de la fatwa numérique, c'était en quelque sorte, après Anzorov bien évidemment, c'était l'idéologue, le vrai coupable dans cette histoire, celui qui a le plus gravement atteint
aux intérêts de la société et de Samuel Paty par la même occasion. Et donc, pour reprendre une question qu'on s'était posée un peu la dernière fois, je crois il y avait Jack Le Fou notamment, je pense que cette décision prise à l'égard de Sifrioui, elle est quand même importante et qu'elle peut devenir une jurisprudence de référence pour la suite. Et c'est en ce sens qu'il ne faut pas trop, je pense, faire la fine bouche sur cette peine de 15 ans prononcée à l'égard d'Abdelhakim Sifrioui. Ouais, 3 éléments importants. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est un message fort pour dire, peut-être avant ça, une contextualisation. Ce qu'a fait Sifrioui, c'est une méthode rodée qui permet à une autorité religieuse de faire assassiner quelqu'un sans le dire et sans avoir de lien avec l'assassin. Dans le monde musulman, c'est une méthode rodée qui a fait ses preuves. L'autorité religieuse a juste à le qualifier et tout le monde sait qu'il faut que quelqu'un le fasse. Voilà. Et il y en a un qui va le faire. Et il va être vu comme un héros, de la même manière qu'Anzorov est vu comme un héros dans son village en Tchétchénie. Donc c'est une méthode rodée. Et le fait que la peine la plus lourde... Et en fait, cette méthode, elle est là pour que l'autorité religieuse soit complètement déresponsabilisée et que finalement tout retombe sur les mecs au bout de la chaîne, tu vois. Ils sont finalement tout derrière l'assassin, ils sont derrière les mecs qui ont intimidé, ils sont derrière les mecs qui ont doxé, ils sont derrière les mecs qui ont appelé au lynchage, ils sont derrière tout le monde. Et le fait que les mecs qui est caché derrière tout le monde prennent la peine la plus lourde, effectivement, c'est un message lourd. C'est comme les chefs mafieux. Non, mais ils étaient jamais impliqués, ils étaient jamais là. Ils disaient, ouais, on s'en fout, peine la plus lourde pour vous, ça vous apprendra. Donc ça intimide déjà les mecs qui se rendent compte qu'être une autorité religieuse n'est plus un... C'est plus aussi facile, au moins en France. Parce qu'ils savent que au bled, c'est facile. Deuxième point, c'est que... Merde. Oui, deuxième point, c'est que des autorités religieuses qui peuvent faire ça et qui tiennent des millions de personnes en laisse, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Il y a l'illusion qu'on a. Il y a l'illusion qu'il y a des milliers, des millions de terreaux, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et s'il y en a 2 ou 3 comme ça qui tombent déjà, le château de cartes s'effondre en fait. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un truc qui nous gangrène, mais pas vraiment. C'est vraiment un monde, je vais dire, de l'autorité religieuse, c'est un monde élitiste et très compétitif. C'est-à-dire que quand tu es une autorité, tu veux pas qu'il y ait d'autres autorités autour de toi. Et c'est pour ça que les grands savants de l'islam sont glorifiés dans l'islam, parce qu'ils sont morts. Donc tu as l'illusion qu'il y a 7 ou 8 autorités, alors qu'en fait tu es tout seul et que les 6 autres, ils sont morts, mais que tu peux quand même les utiliser et les instrumentaliser pour avoir ton autorité. Et donc, ils se battent pour des sièges. Donc, quand on a 2 ou 3 qui disparaissent, évidemment, ils sont toujours remplacés parce que c'est un système pyramidal. Mais ça calme le jeu pendant 10, 15, 20 ans. Et je pense, premier degré, que le cas Paty, qu'on le veuille ou non, et tout ce combat, peu importe les peines prononcées, a vraiment calmé le jeu. Et dans le cas Charlie Hebdo aussi, je pense vraiment ça a calmé le jeu. Et ces autorités religieuses n'ont plus l'aval populaire, finalement. Ça devient honteux de s'exprimer et de prendre position avec eux, alors que même dans le monde francophone ou occidental, il y a 15-20 ans, et ben c'est comme ça qu'on pensait. On disait, ouais, il a bien mérité, il a bien fait de crever. Là, il y a quand même une certaine honte qui a été diffusée dans la population musulmane. C'est ce que je pense. Il y a une coranisation de la population musulmane. Et mon troisième point, c'était... mon troisième point, c'était et après. Qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on envoie comme message finalement au monde? Est-ce que tu penses que c'est un message juste? Est-ce que tu penses que c'était bien fait? Est-ce que tu penses que ça va intimider ou au contraire encourager ce genre d'attitude vu qu'ils disent ouais bah pour 6 ans et tu sors? Je pense que c'est quand même une décision excellente pour Boudaoud et Tsirkanov. Parce que, encore une fois, moi, quand je lis la feuille de motivation de première instance, je comprends qu'une cour d'assises ait considéré qu'ils avaient forcément eu connaissance du projet, que donc, en cela, ils étaient complices et donc que ça justifiait une peine de 16 ans. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une décision très heureuse pour eux. Maintenant, voilà, est-ce que c'est un signal ou pas? Je ne sais pas. Moi, je retiens plutôt ce qui m'intéresse, surtout qui restera, c'est la peine de 15 ans de Sifrioui, parce que comme je l'ai dit, ça, je pense que c'est quand même un signal envoyé, parce que les fatwas en fait numériques, ou tout simplement les kabbales, là on dit fatwa parce qu'il y a une connotation entre guillemets religieuse, mais les kabbales numériques, en fait, c'est pas la première fois qu'on en voit où on donne
on jette les gens à la vindicte populaire. Donc c'est quand même une manière de dire faites attention quand vous jetez à la vindicte populaire, parce que quelque part, si ça finit très très mal, ben vous aurez des conséquences pour vous à la hauteur du résultat. Donc je pense quand même que c'est et dans un contexte aussi de vindicte populaire à caractère religieuse, je pense quand même que les gens aujourd'hui ne pourront plus se dire moi, tant que je passe pas à l'acte et que j'ai juste parlé sur Internet, il m'arrivera rien. Les gens sauront aujourd'hui que la peine peut être très lourde si à l'arrivée il y a mort d'homme. C'est mon avis. Je pense en un sens, tu as raison, mais dans un autre, ça m'inquiète parce que s'il n'y a pas mort d'homme, tu peux te permettre ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça reste quand même une entreprise d'intimidation et que si Samuel Paty n'avait pas été décapité, bah, il aurait eu la vie pourrie en fait. Ouais, alors peut-être aussi que aujourd'hui, on a pris conscience plus que jamais du potentiel qui peut résulter de ces vindictes populaires et que donc Et, ça sera plus durement jugé, même quand il n'y a pas ouais. mort d'homme, justement parce qu'on Et saura qu'en fait, s'il n'y a pas eu mort d'homme, ça tient à des circonstances c'est là où qui sont ça me gêne miraculeuses. parce que Chalgoumi a vécu la même chose et n'a pas été décapité. Il s'en est sorti et Sefrewi n'a pas payé. Voilà, je sais que tu sais pas et tout, mais tu vois, moi, ça me montre que Sefrewi a fait exactement la même chose à Chalgoumi, j'en suis Ouais, quasi sûr. ouais, mais peut-être Et à que la fin, justement, Chalgoumi n'est pas mort, mais ses enfants sont à l'étranger, sa femme et lui sont sous protection policière H24, et, et Sefrewi n'est pas inquiété. C'est-à-dire qu'on peut s'en sortir impunément. Et là, c'est mon avis, hein, je suis persuadé qu'il a fait la même chose qu'à Samuel Paty. Donc, mais peut c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conscience à l'époque. exactement, C'est difficile à prouver aussi. C'est difficile à prouver quand il n'y a pas mort d'homme. c'est Tu vrai vois. aussi. Et en Non, plus, mais c'est difficile à responsabiliser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas mort d'homme, bah, qu'est-ce qu'il a fait, Sefrewi? Il n'a rien fait. Il a juste donné son avis en tant que défenseur des droits, tu vois. je pense que même si on pouvait connaître les risques, parce que d'ailleurs ça ressortait aussi, ça ressort des décisions à l'encontre de Sifri China, c'est leur connaissance du risque dans un contexte déjà de terreau qui frappe la France et l'Europe. Donc ils connaissaient le risque, mais à ce point peut-être que personne, tant que ça n'arrive pas, on a du mal à se le représenter vraiment en fait, et qu'avec le cas Samuel Paty, bah, les gens ont compris que c'est du potentiel à la réalité, on est vraiment, ça ne tient qu'à un fil. Donc, J'entends. Est-ce qu'il y a eu des réactions après le procès? Est-ce qu'il s'est exprimé, l'avocat de Sefrewi, au-delà de la cassation? Est-ce que l'avocat de Chnina... Moi, j'ai pas du tout aimé la défense de Chnina. Je comprends pas quand il est un le an sang de de la moins à la chèvre. rigueur. Mais je suis pas juge, hein, je suis pas dans le droit, mais un an de moins à la rigueur, mais 3 pour avoir ouais, baissé les yeux et admis à demi-mot. Ouais, je trouve que c'est très généreux. Après, je m'y connais pas, hein, peut-être que 10 c'est la bonne peine ou quoi, mais Il y a aussi l'âge. Il faut savoir que l'âge peut être aussi une donnée qui compte. On sait que Brahim China était assez âgé, et c'est pour ça d'ailleurs que la peine de 15 ans prononcée à l'égard de Sifrioui, elle est d'une très grande sévérité, parce qu'on ouais, sait parce qu'il qu'il a va mourir en quasiment prison peut-être. Ouais. ça, je ne sais pas, mais effectivement, Ouais, mais la Cour d'assises, en prononçant cette peine de 15 ans, en la confirmant, effectivement, elle part du principe que peut-être il mourra en prison et que, quelque part, il en va de sa responsabilité. Donc là aussi, l'âge, ça fait partie de parce qu'il faut savoir que c'est pas comme dans le système anglo-saxon où on a le common law, où concrètement, en fait, on a un vol, c'est telle année de prison, et n'importe qui vole, il a telle année de prison. En France, on a ce qu'on appelle l'individualisation de la peine, et donc, outre le quantum prévu par la loi, le juge il prend en compte quand même la personnalité de l'accusé, et l'âge est une donnée de la personnalité. Donc après, on peut toujours dire ouais, mais c'est pas juste. Pourquoi si on est vieux, on risque moins que si on est jeune? Ça fait partie de l'individualisation de la peine, parce qu'en fait, on part du principe que la peine, elle est pas simplement là, elle est également là pour sanctionner, mais elle est aussi là pour amender la personne qui est censée comprendre le sens de la peine pour ne pas recommettre de fait. Donc en fait, en prononçant une peine, on est censé déjà euh, acter le premier pas de la réinsertion du condamné. alors les petits détails annexes. Est-ce que dans le procès, il y a eu des preuves que Sefrewi détournait de l'argent avec son collectif pour la Palestine? Je n'ai pas connaissance. Voilà, je ne vais Est-ce pas m'avancer là-dessus. Je ne que, sais pas. est-ce que ça a été pris en compte le fait que le collectif s'appelle Cher Yassine en hommage au fondateur du Hamas?
Bien sûr, ça a été abordé en première instance comme en appel. Bien évidemment que l'accusation n'a pas pu faire l'économie de cet argument et justement de poser la question directement d'ailleurs dans le box à Abdelhakim Sifrioui en disant bah, pourquoi vous donnez le nom de cette personne dont vous savez pertinemment que c'est une association qui était le chef d'une association qui est classée hétéro. Enfin, pourquoi choisir ce nom? Est-ce que voilà, oui, bien sûr, on l'a interrogé sur ça et on a souligné le fait que c'était le nom d'un terreau. En tout cas, considéré comme par l'Union européenne comme étant un terreau. Ok. Et pourquoi un homme comme ça est aussi libre? Bah là, c'est un vaste sujet. Là, on parce que Ouais, en là, c'est les questions Occident, annexes, c'est les on fait questions le annexes. choix d'une liberté d'expression qui diffère un petit peu selon les pays d'Occident, mais qui globalement est très importante. Chez nous, elle est très importante sur certains sujets. Dans d'autres pays, elle est très importante sur d'autres sujets. Voilà, par exemple, nous, on se permet beaucoup plus le blasphème. Aux États-Unis, par contre, on se permet beaucoup plus les fausses informations. On peut raconter Ouais. absolument n'importe qui. N'importe quoi. Alors qu'en France, on va être un peu plus sanctionné ou censuré sur les fausses informations, les conneries qu'on raconte. Mais en revanche, voilà, donc c'est un peu le curseur se déplace un petit peu, mais globalement en Occident, la parole est très libre. Et donc, bah, tant qu'on ne porte pas directement atteinte aux intérêts d'autrui, bah, on considère qu'on fait un peu ce qu'on veut. Hmm. C'est aussi pour ça qu'on vit dans des pays assez agréables à vivre en vérité. C'est parce qu'on est assez libre, mais forcément, il y a le revers de la médaille, c'est qu'on a une partie non négligeable de la population qui va, d'une certaine manière, peut-être abuser de cette liberté et qui va être parfois dans la zone grise qui n'est pas sanctionnable. Mais c'est ça aussi qui fait la différence assez rapidement entre l'état de droit et la dictature. J'entends. Il y avait des petites questions juste que j'ai vues un peu dans le chat. On me demandait si la famille avait eu accès à la feuille de motivation. Oui, bien évidemment, puisque en fait la feuille de motivation elle est communiquée aux avocats. Donc la famille, par le biais de leur avocat, a pu prendre connaissance et lire tranquillement la feuille de motivation. Donc là-dessus, bon, c'est pas un sujet. Et d'autres ont posé la question de savoir le suivi après la condamnation. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle le suivi socio-judiciaire. Donc c'est une peine qui peut être prononcée au moment de la peine principale et qui peut durer plusieurs années. Et ça veut dire qu'une fois qu'on est remis en liberté, eh ben, on va être suivi pendant un nombre d'années qui va être déterminé par la cour d'assises. Et le suivi consiste en gros à montrer patte blanche, montrer un peu ce qu'on fait, répondre à certaines convocations. Et alors, pour être tout à fait précis, Abdelhakim Sifrioui a été condamné en outre à une peine de suivi socio-judiciaire. Donc lui, quand il sortira, si jamais il sort, il sera suivi un peu à la trace il expliquera un peu ce qu'il fait. Et en revanche, Brahim Chnina, la Cour n'a pas estimé opportun d'ordonner à titre complémentaire le suivi socio-judiciaire compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité de Brahim Chnina. Voilà. De la même manière qu'elle n'a pas considéré opportun de prononcer une interdiction du territoire français à l'égard de Brahim Chnina, étant donné sa situation familiale, le fait qu'il soit installé en France depuis longtemps et qu'il soit père d'un enfant mineur né en France et que l'essentiel de sa vie familiale, sociale et professionnelle se situe en France. Dernière question, ça me surprend que c'est pas mentionné, mais est-ce que le procès a également refait le procès de la fille de Chnina? Et c'était quoi sa peine? C'est quoi la suite? Non, parce que elle avait été jugée. Il y avait eu ce qu'on appelle une disjonction de procédure. Donc, son cas avait été réglé par une autre juridiction, tribunal pour enfants de mémoire, puisqu'elle était mineure. Donc, elle a été appelée à témoigner. D'ailleurs, c'est là, il me semble que c'est lors de son audition qui a été à huis clos, car elle est mineure. C'est lors de son audition qu'a eu le couac sur la révocation des deux juges. Je sais pas si tu avais suivi ça. Voilà, la défense avait fait récuser deux juges dont les questions auraient été orientées et auraient trahi une opinion. Et on sait que les juges ne sont pas censés montrer leur opinion pendant les débats. Donc ça, c'était pendant le témoignage de la fille de Brahim Chinna qui était venue, mais en tant que témoin. Donc non, elle n'avait pas été rejugée. Elle avait été condamnée donc pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, me semble. Je sais plus. Je crois que c'est dénonciation calomnieuse. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? Moi, j'ai beaucoup aimé que tu nous dises tout ça.
Bah non, moi Tout ça, ça nous exorcise, hein. je suis allé au bout de ce que je voulais dire. Moi, encore une fois, comme je l'ai dit en propos liminaire, le but c'était pas de venir dire ce que je pense personnellement, c'était plutôt de donner un maximum d'outils, d'éléments du dossier pour expliquer quels avaient été le sens des décisions et après, bien évidemment, chacun se fera sa propre opinion, qu'on estime que c'est juste, pas juste. C'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire qu'il faudra dans tous les cas accepter. Bah, merci énormément. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion Non, à part ça ou... non, j'ai conclu. Merci de Bah, m'avoir on va écouté. demander au J'espère que chat c'était clair peut-être. pour tout le monde. Pour moi, c'était très clair. Est-ce que le chat a une question avant qu'on conclue? C'était le meilleur avocat au monde, hein, profitez-en. Au moins. Ce live est purificateur par rapport au débat d'hier. Ah, ça, hier, c'était quelque chose. Hein. Ouf. Ils vont faire quoi en prison? Une autre question, peut-être? Est-ce qu'on en sait plus sur les vidéos diffusées par l'imam dans The Raw? Je sais pas exactement à quoi ça fait référence. Ça. Donc je peux pas répondre. Parce que je sais pas exactement de quoi Ah, peut-être une question. Est-ce que ça a été mentionné dans le procès comment Anzorov est encore vu comme un martyr aujourd'hui, un héros? Alors, bonne question, parce que ça, on le sait, qu'on a tous vu les vidéos, effectivement, des hommages d'Anzorov en Tchétchénie avec tout un cérémonial à la gloire de ce garçon. Donc ça, je sais que c'est factuel. Je ne sais plus si ça a été évoqué comme tel lors des débats, mais Michael Paty n'avait pas fait mention dans sa plaidoirie, entre guillemets, de ça? Si, mais je voulais savoir ce qui a été dit en public. Ouais, non, je me souviens pas si ça avait été évoqué particulièrement, mais c'est un élément qui était de façon connue des juges et des parties. Hein. Ah, il y a eu un autre incident là, qui a eu 2 magistrates virés là, mais il y a eu une Mais c'est de ça dont je motivation pour parlais. ça? Ça, c'est de ça dont je parlais quand je parlais de l'audition de la fille d'Ibrahim China à huis clos. C'est lors de cette audition à huis clos, en appel, qu'il y a eu des questions parce que. Oui, quelle question? Est-ce qu'on sait? Non, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Ah. C'est vrai que j'ai été très curieux aussi. Alors, faut dire que j'ai pas tout fait ce qui était possible pour avoir les réponses à ces questions. Je pense que je pourrais avoir réponse à ces questions, mais là, dans le cadre de la présentation pour aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas cherché à creuser plus, mais effectivement, c'est une question qui se pose et que je me suis moi-même posée et que j'aurais bien aimé savoir. Mais à l'occasion, je me renseignerai parce que je suis assez curieux effectivement de ce qui s'est passé exactement, parce que finalement la presse on a parlé un peu qu'en surface. Quoi. Bah écoute, merci Soiseau, merci les abonnés. Je pense je vais terminer le live ici. Okay. Eh ben merci, et puis toi tu continues le live, tu termines le live, je sais pas ce que tu vas faire. Non, je pense que je vais m'arrêter là, je suis un peu fatigué. Hier c'était long. Okay. Je vais repartir écrire la biographie de Mohamed. Ça marche. Eh bien merci beaucoup, au plaisir. Bah, au plaisir. Ciao Soiseau, c'était très sympa. Ciao.